La pauvre mère célibataire sortait du supermarché en pleurant après que sa carte ait été refusée et qu'elle n'ait rien pu acheter, jusqu'à ce qu'un millionnaire qui passait par là change tout. Claire Moreau, 32 ans, se réveillait chaque matin bien avant que le soleil ne se lève sur la ville de Lyon. Son appartement, un modeste 2 pièces, situé dans un vieux immeuble du quartier de la Guillotière, tremblait légèrement à chaque passage du tramway. Les murs fins laissaient passer les bruits de la rue, les éclats de voix des voisins et parfois les soupirs qu'elle tentait de retenir lorsqu'elle comptait les centimes sur la table de la cuisine. Son fils, Louis, âgé de 6 ans, dormait encore, recroquevillé sous une couverture élimée mais propre, pendant que Claire préparait silencieusement un sac en tissu pour le marché. Depuis que le père de Louis les avait quittés, 3 ans plus tôt, chaque jour était une lutte constante pour maintenir un semblant de stabilité. Elle travaillait comme auxiliaire de nettoyage dans un hôpital public, effectuant des rotations harassantes, souvent de nuit, parfois le week-end, pour un salaire qui ne suffisait jamais tout à fait à couvrir le loyer, les factures et les courses de la semaine. Claire ne se plaignait pas. Elle avait appris à faire taire ses douleurs et ses inquiétudes, à les noyer dans le bruit des balais qui frottaient le sol et des machines qui bourdonnaient dans les couloirs stériles du service de réanimation. Mais la fatigue s'accumulait, et avec elle, une lassitude profonde, presque irréversible. Elle se battait pour que Louis ne ressente pas le poids de leurs difficultés, pour qu'il puisse continuer à rire de bon cœur quand elle lui lisait ses histoires préférées, le soir, avant de s'endormir. Ce jour-là, elle avait terminé son service à 7 heures du matin. Ses jambes tremblaient légèrement alors qu'elle gravissait les marches menant à leur appartement. Louis l'attendait, prêt à aller à l'école, sa petite veste rouge sur le dos, les yeux pétillants de bonheur à la vue de sa mère. Claire lui caressa tendrement les cheveux avant de l'emmener à l'école. Puis elle se dirigea vers le marché du quartier, tenant son sac, avec la détermination d'une femme qui ne pouvait pas se permettre d'échouer. Elle avait compté ses pièces de monnaie la veille, 4,70 €. Elle espérait pouvoir acheter un petit filet de pommes de terre, un paquet de pâtes et, avec un peu de chance, quelques légumes en promotion pour préparer une soupe. Le marché était animé. Les vendeurs criaient à les prix, les passants se bousculaient, les odeurs de fruits mûrs et de pain chaud se mêlaient à l'humidité matinale. Claire passa d'un étal à l'autre, comparant les prix avec soin. Elle trouva enfin ce qu'elle cherchait dans un petit supermarché à l'angle de la rue. Elle choisit les articles les moins chers, pesant chaque décision comme si elle portait le destin du monde entre ses mains. Une barquette de carottes, un sachet de pâtes premier prix, une boîte d'œufs fissurée mais encore vendable à prix réduit. Elle savait qu'avec un peu d'imagination, elle pourrait transformer cela en un dîner chaud et rassurant. Lorsqu'elle arriva à la caisse, une légère tension lui noua la gorge. Elle posa les articles sur le tapis roulant, tâchant de paraître confiante. Elle glissa la main dans son sac à la recherche de sa petite bourse, mais son visage se figea. Elle fouilla plus vite, plus profondément, ses doigts tremblants. Rien. Les pièces étaient restées dans la poche de son uniforme à l'hôpital. Elle avait oublié. Dans un élan de panique, elle sortit sa carte bancaire, bien consciente qu'elle l'avait déjà utilisée pour acheter du lait quelques jours plus tôt. Il ne devait plus rester grand-chose dessus. Peut-être 10 centimes, peut-être rien. Le bip sec de la machine résonna comme une claque. Carte refusée. Claire pâlit. Elle tenta une deuxième fois, puis une troisième. L'employé, un jeune homme au regard las, la regarda avec impatience. « Madame, votre carte ne passe pas », dit-il d'un ton neutre mais agacé. Derrière elle, les clients s'impatientaient. Une femme soupira bruyamment. Un homme marmonna quelque chose à propos de perdre son temps. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle balbutia une excuse, rassembla ses articles avec maladresse et s'écarta rapidement, le cœur battant, la gorge nouée de honte. Elle sortit du magasin, serra le sac vide contre sa poitrine et s'assit sur le trottoir, près de l'entrée. Elle mit son visage dans ses mains, les épaules secouées par des sanglots silencieux. Elle pensa à Louis, à son sourire innocent, à ses petites mains qui se serraient autour de son cou chaque soir. Comment allait-elle lui expliquer qu'il n'y aurait rien pour le dîner ce soir? Dans cette position vulnérable, à la vue de tous, elle n'avait plus la force de se cacher, plus d'énergie pour faire semblant. Ce n'était plus une journée difficile, c'était une défaite, une de plus. Claire resta là, figée sur le trottoir, incapable de bouger, les mains encore crispées autour de son sac vide. L'air frais de la matinée mordait ses joues humides,
Mais ce n'était rien comparé à la brûlure intérieure qu'elle ressentait. Ce n'était pas simplement la faim ou la fatigue, c'était la honte, crue et tranchante, cette sensation d'être exposée, jugée, rejetée. Elle avait l'impression que tous les regards passaient sur elle, qu'on lisait en elle sa pauvreté, sa solitude, son échec. Mais en réalité, la rue poursuivait son rythme indifférent. Les passants l'évitaient du regard, pressés, trop occupés par leurs propres urgences. Peut-être certains avaient-ils deviné ce qu'elle vivait, mais aucun ne s'arrêtait. Personne ne lui tendait la main, et au fond, elle ne l'aurait pas voulu. Ce dont elle avait besoin, ce n'était pas de charité. C'était de pouvoir acheter à manger pour son fils avec son propre argent, de retrouver un peu de dignité dans cette existence qui l'écrasait lentement. Elle se redressa lentement, balayant son visage d'un revers de manche. Ses yeux étaient rougis, mais son regard tentait de retrouver une certaine fermeté. Elle devait rentrer. Louis l'attendait. Elle n'avait même pas de quoi lui acheter un pain. Elle traversa la rue à pas lents, serrant son sac comme s'il contenait un trésor invisible. À chaque pas, elle sentait le poids de l'échec lui alourdir les jambes. Dans l'appartement, Louis jouait avec quelques blocs de construction sur le tapis élimé du salon. Il leva les yeux et sourit en la voyant entrer, ignorant tout du drame qui venait de se jouer. « Maman, tu es rentrée. Tu as acheté les pâtes. » Claire força un sourire et s'agenouilla près de lui, passant une main douce dans ses cheveux. « J'ai dû passer ailleurs avant, mais je vais y retourner tout à l'heure, d'accord ?» Louis hocha la tête sans insister. À 6 ans, il avait déjà compris certaines choses. Il ne posait pas trop de questions, ne demandait jamais de jouets ou de sucreries. Il vivait dans un monde où chaque plaisir était compté, mesuré, rare. Claire l'embrassa sur le front, se leva et entra dans la minuscule cuisine. Elle ouvrit les placards, vides ou presque. Une demi-brique de soupe en poudre, un fond de riz dans un sachet froissé, un peu de margarine au réfrigérateur. Elle se mit à chercher des combinaisons dans sa tête, des façons d'assembler ses restes en quelque chose de comestible. Chaque soir était un petit défi culinaire, un exercice d'ingéniosité sous contrainte extrême. Mais ce n'était pas seulement la faim qui l'oppressait. C'était cette sensation d'échec permanent, de tourner en rond dans un labyrinthe sans issue. Chaque mois, elle se demandait comment elle allait payer le loyer. Chaque jour, elle faisait des choix impossibles entre les transports, l'électricité, la nourriture, les vêtements. Et pourtant, elle continuait, elle persistait, pour Louis, pour ne pas sombrer totalement. 1 heure plus tard, elle retourna au marché, cette fois avec les pièces qu'elle avait retrouvées dans la poche de son uniforme. Elle fit la queue à une autre caisse, évitant le regard de l'employé du matin. Elle acheta un petit filet de pommes de terre, une boîte d'œufs, un sachet de pâtes. Elle connaissait par cœur le prix de chaque article avant même qu'on ne les scanne. En sortant, elle poussa un soupir discret de soulagement, comme si ce simple acte d'achat avait momentanément repoussé l'effondrement. Ce soir, au moins, Louis mangerait chaud. En remontant la rue, elle repensa à l'humiliation du matin. Elle n'était pas la seule à vivre cela, elle le savait. D'autres mères, d'autres familles survivaient aussi, invisibles, en marge du confort et de l'aisance que tant prenaient pour acquis. Elle se jura de ne plus oublier son argent, de toujours vérifier 2 fois, mais elle savait aussi que le problème n'était pas une simple distraction. C'était plus profond, plus grave, et aucune vigilance ne suffirait à combler ce gouffre. Ce soir-là, autour d'un dîner modeste mais chaud, Louis raconta sa journée avec entrain. Il avait eu un bon point à l'école, et il avait joué au ballon avec ses camarades. Claire l'écoutait avec attention, lui répondant par des sourires, des encouragements. Elle se forçait à manger, bien que l'appétit lui manquât. Puis elle l'aida à faire ses devoirs, le mit en pyjama et lui lut une histoire comme chaque soir. Ce rituel était sacré, immuable, même dans les pires moments. C'était leur refuge. Quand enfin il s'endormit, elle resta un moment à l'observer. Son visage paisible, son souffle régulier, elle se demanda combien de temps elle tiendrait encore. Elle pensa à appeler sa mère, à demander de l'aide, mais elle savait déjà ce que cela donnerait. Des reproches, de la pitié mal dissimulée, une aide offerte avec des conditions humiliantes. Non, elle ne pouvait pas. Elle devait continuer seule. Elle se leva, rangea la cuisine, puis s'installa à la table avec une feuille de papier et un stylo. Elle nota toutes ses dépenses, chaque centime, chaque date. Elle fit des calculs, rayant, ajustant, recommençant. Il ne restait presque rien jusqu'à la fin du mois. Même avec les heures supplémentaires du week-end,
Elle ne pourrait pas couvrir les 2 factures en attente. Une fois de plus, elle devrait choisir. Elle se coucha tard, les yeux lourds, le dos douloureux. Dans l'obscurité de la chambre, le silence était seulement troublé par le ronronnement lointain du réfrigérateur. Elle serra contre elle une vieille peluche de Louis, oubliée sur son oreiller. Demain serait un autre jour. Elle recommencerait. Encore et encore, jusqu'à ce que quelque chose change. Si cela devait arriver, un jour. Le vent soufflait faiblement ce matin-là, sur la presqu'île, entre les rues élégantes bordées de vitrines encore fermées et les passants matutinaux pressés de rejoindre leur bureau. Les pavés légèrement humides brillaient sous la lumière pâle d'un ciel couvert et la circulation formait un bourdonnement constant, étouffé par les façades anciennes des immeubles haussmanniens. Julien Delacroix venait de quitter une réunion discrète dans un café d'affaires de la rue de la République. Vêtu d'un manteau gris sobre, une écharpe foncée nouée avec soin autour du cou, il marchait à pas lents, pensif, les mains dans les poches. Il avait l'allure de ceux qui n'ont plus besoin de courir pour prouver quoi que ce soit. À 39 ans, il était l'un des noms les plus influents du secteur technologique français. Fils d'industriel reconverti dans le numérique, il avait transformé l'héritage familial en empire discret, évitant les projecteurs autant que possible. Mais ce jour-là, quelque chose arrêta son regard. Sur le trottoir en face, près de l'entrée d'un petit supermarché de quartier, une femme était assise à même le sol, le visage enfoui dans ses mains, des sacs vides abandonnés à ses côtés. À côté d'elle, un petit garçon tenait maladroitement un jouet usé, debout, silencieux. La scène, banale à première vue, possédait une intensité étrange, comme un tableau figé au milieu du tumulte urbain. Il ne savait pas pourquoi, mais il ralentit. Ce n'était pas de la curiosité malsaine, ni une pulsion de sauveur. C'était quelque chose de plus instinctif, un appel discret à l'intérieur de lui qu'il ne comprenait pas encore. Il observa la femme quelques instants. Ses épaules étaient secouées par des tremblements qu'on devinait être des pleurs. Elle ne criait pas, ne tendait pas la main, ne faisait aucun bruit. Elle essayait seulement de disparaître, de s'effacer du monde pour quelques minutes. L'enfant, lui, semblait habitué à ces silences. Il fixait les passants, comme s'il cherchait à deviner qui pourrait encore les voir. Julien hésita un instant. Puis, sans dire un mot, il fit demi-tour, entra dans le supermarché. Il s'approcha des rayons avec une détermination calme, se rappelant vaguement ce qu'il avait vu dans les sacs. Des œufs, des pommes de terre, un paquet de pâtes, quelques légumes bon marché. Il ajouta du pain, un peu de fromage, du lait. Il aurait pu remplir un caddie entier, mais il savait que ce n'était pas la bonne chose à faire. Il ne voulait pas humilier, ni imposer. Juste réparer une injustice discrète, un déséquilibre momentané. Il paya les articles, sortit, et se dirigea vers elle. Claire n'avait pas remarqué sa présence. Elle était encore perdue dans ses pensées, luttant pour ne pas s'effondrer devant son fils. Julien s'accroupit à quelques pas d'elle et déposa les sacs doucement sur le trottoir. « Excusez-moi, dit-il calmement, je crois que vous aviez oublié ces courses. » Claire leva les yeux, surprise, méfiante. Elle vit un homme qu'elle ne reconnaissait pas, élégant mais sans ostentation, aux yeux clairs et au visage sérieux. Elle comprit aussitôt qu'il n'était pas du personnel du magasin. Elle fronça les sourcils, secoua la tête. « Non, ce n'est pas... Je ne peux pas accepter... Ce n'est pas un don, » répondit-il avec une douceur désarmante. « C'est juste ce que vous étiez venu chercher, non ?» Claire sentit ses joues s'enflammer. Elle regarda les sacs, puis son fils, puis de nouveau l'homme. Elle voulait refuser, hurler qu'elle n'avait pas besoin de pitié, qu'elle s'en sortirait. Mais une part d'elle, plus honnête, plus épuisée, savait que ces sacs étaient nécessaires, que Louis avait besoin de ce repas. Elle murmura un merci, à peine audible. Julien se releva, hocha la tête poliment, et sans ajouter un mot, tourna les talons. Il ne la regarda pas partir, ne chercha pas à prolonger la scène. Il n'attendait rien. Ce geste n'avait pas de suite planifiée, pas d'arrière-pensée. Juste une impulsion, peut-être la seule vraie de sa journée remplie de chiffres, de présentations et de décisions froides. Claire, elle, resta immobile quelques secondes. Puis elle se leva lentement, prenant Louis par la main. Ils marchèrent en silence jusqu'à chez eux, les sacs battant légèrement contre ses jambes. Elle ne disait rien, mais quelque chose avait changé. Pas dans ses problèmes, pas dans sa vie, mais dans la manière dont elle voyait le monde à cet instant. Il y avait donc encore des gens
capable d'un geste gratuit, d'un respect silencieux. Et cela, dans son univers fatigué, valait presque autant que les provisions qu'elle tenait. Ce soir-là, elle prépara un dîner plus complet que d'habitude. Louis mangea avec appétit, heureux de retrouver un peu de variété dans son assiette. Il ne posa pas de questions. Il savait que parfois les choses arrivaient comme des miracles discrets, sans explication. Claire le regarda manger, le cœur encore serré, mais un peu moins lourd. Avant de se coucher, elle pensa à cet homme au manteau gris. Elle n'avait pas son nom ni son visage gravé, juste un souvenir flou mais profondément ancré. Un souvenir qui, sans qu'elle ne le sache encore, allait changer beaucoup plus que sa journée. Les jours qui suivirent cet événement passèrent avec une étrange lenteur pour Claire. Elle reprit son rythme habituel, se levant tôt, déposant Louis à l'école, se rendant à l'hôpital pour son service de nettoyage. Les couloirs froids, l'odeur désinfectante permanente, les horaires brisés en journées morcelées et fatigantes. Pourtant, dans cet engrenage si familier, une pensée revenait sans cesse à son esprit. Le visage de cet inconnu, cet homme au manteau gris qui lui avait tendu les sacs de course sans rien demander. Elle n'avait pas cherché à le revoir, elle ne s'attendait pas à une suite, mais son geste restait gravé dans sa mémoire. C'était peut-être la première fois depuis longtemps qu'elle s'était sentie regardée comme une personne et non comme une ombre sociale. Et cela la bouleversait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Un jeudi après-midi, alors qu'elle terminait de nettoyer les vitres du hall principal de l'hôpital, un murmure de pas sur le carrelage lui fit tourner la tête. Au début, elle ne remarqua rien d'anormal. Un homme élégant, vêtu d'un manteau de laine sobre, patientait près de l'accueil. Il semblait attendre quelqu'un. Puis il se retourna et croisa son regard. Son cœur rata un battement. C'était lui, l'homme du marché. Il la regarda, non avec pitié ou reconnaissance, mais avec une sorte de chaleur tranquille, presque naturelle. Claire détourna aussitôt les yeux, gênée, et se concentra sur sa tâche. Elle espérait qu'il ne viendrait pas vers elle, que ce n'était qu'un hasard. Elle se sentit vulnérable dans son uniforme usé, avec ses gants de caoutchouc et son seau à moitié rempli d'eau sale. Mais il s'approcha doucement, respectueusement, sans forcer le contact. Il s'arrêta à quelques pas, laissant un espace suffisant pour qu'elle puisse choisir de l'ignorer. « Bonjour », dit-il simplement, d'une voix égale. Claire se redressa lentement. Elle voulait rester distante, polie, mais froide. Elle ne savait pas comment réagir. Elle n'aimait pas l'idée d'avoir une dette, même morale, et elle redoutait par-dessus tous les malentendus, les gestes qui ne sont pas ce qu'ils semblent. « Bonjour », répondit-elle, le regard fuyant. Il ne dit rien de plus pendant un moment, observant ses gestes, sa posture défensive. Puis il reprit presque comme s'il parlait à une connaissance de longue date. « J'ai été heureux de voir que vous alliez bien. Je ne voulais pas vous déranger. Je suis ici pour visiter un ami, mais je vous ai reconnu. » Claire acquiesça brièvement, mal à l'aise. Elle sentait les regards des autres employés qui passaient à proximité. « Merci encore pour l'autre jour, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas eu l'occasion de... »« Ce n'est rien, » coupa-t-il avec calme. « Vraiment. » Un silence s'installa. Claire s'apprêtait à reprendre sa serpillière quand il parla de nouveau, d'un ton légèrement plus direct. « J'ai une demande un peu inhabituelle. J'espère que vous ne la trouverez pas déplacée. » Elle le regarda, surprise, attentive malgré elle. « Ma gouvernante est en congé pour quelques semaines, » reprit-il. « Et je suis rarement à la maison, mais quand j'y suis, j'apprécie que les choses restent en ordre. J'ai pensé... Enfin, je me demandais si vous accepteriez de venir travailler temporairement chez moi. Pas comme une obligation, bien sûr. Ce serait payé correctement aux horaires qui vous arrangeraient. Rien d'intrusif. » Claire resta interdite. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme, manifestement riche, influent, prendrait la peine de lui proposer quelque chose d'aussi personnel. Son premier réflexe fut de dire non. Elle imaginait déjà les commérages, les soupçons, les interprétations. Elle ne voulait pas être vue comme une femme entretenue, ni comme une opportuniste. Elle avait déjà assez de jugement sur le dos, mais en même temps, elle ne pouvait pas ignorer sa situation. Elle avait besoin d'argent. Les factures s'empilaient. Louis grandissait et ses besoins aussi. Travailler quelques heures dans une maison de particulier ne lui faisait pas peur. Elle en avait vu bien d'autres. Ce qui la troublait, c'était la personne qui le proposait, le contexte. Ce n'était pas une annonce trouvée sur une plateforme. C'était un homme qu'elle avait rencontré dans une circonstance inhabituelle. Elle ne savait rien de lui, sinon qu'il avait été humain quand beaucoup auraient détourné les yeux.
Je ne sais pas, dit-elle prudemment. Je n'ai pas beaucoup de temps entre l'école de mon fils et mes horaires ici. Je comprends. Ce serait pour quelques heures par semaine quand cela vous convient. Pas plus. J'ai une maison à la campagne, à 30 minutes d'ici. Je peux organiser un transport si nécessaire. Elle le regarda longuement. Elle n'avait pas encore dit oui, mais elle sentait que quelque chose en elle penchait déjà vers l'acceptation. Ce n'était pas de la faiblesse, ni de la reconnaissance mal placée. C'était une intuition étrange, peut-être la première depuis longtemps. Comme si, pour une fois, une porte s'ouvrait là où il n'y avait que des murs. « D'accord », finit-elle par dire. « Je veux bien essayer, mais seulement pour quelques semaines. » Julien sourit brièvement, avec une gratitude discrète. « Merci. Je vous laisse mon numéro. Contactez-moi quand vous serez disponible. » Il lui tendit une petite carte sobre, sans fioriture. Claire la prit avec hésitation, puis la glissa dans la poche de son uniforme. Ils échangèrent un dernier regard. Il ne chercha pas à prolonger la conversation. Il la salua d'un geste bref et s'éloigna. Lorsqu'elle reprit son travail, elle sentit quelque chose de différent en elle. Ce n'était pas une joie, pas encore, mais une curiosité, peut-être un peu d'espoir, une possibilité. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait découvrir dans cette maison de campagne. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait accepté une proposition sans se sentir écrasée. Et cela suffisait à faire trembler légèrement la routine qui l'étouffait. Le samedi suivant, un véhicule noir sobre s'arrêta devant l'immeuble où Claire habitait. Louis était chez une voisine de confiance, Madame Roussel, une retraitée solitaire qui s'était attachée au petit garçon et acceptait volontiers de le garder lorsqu'elle le pouvait. Claire, en tenue discrète, un pantalon simple, un pull beige, des chaussures confortables, monta dans la voiture avec un mélange de nervosité et de détermination. Elle n'avait presque pas dormi la veille, ruminant les raisons qui l'avaient poussée à accepter. Elle se répétait qu'il ne s'agissait que d'un travail temporaire, quelques heures par semaine, dans un cadre plus calme que les couloirs de l'hôpital, rien de plus. Et pourtant, au fond d'elle, une voix discrète la prévenait que rien n'était aussi simple. Le trajet jusqu'à la maison de Julien se fit en silence. La voiture traversa la périphérie de Lyon, puis s'engagea sur une route bordée de platanes et de maisons anciennes. Après une trentaine de minutes, elle arriva devant une grille noire discrètement intégrée à un mur de pierre. Le portail s'ouvrit sans bruit, et la voiture s'engagea dans une allée bordée d'arbres soigneusement taillés. La maison apparaissait enfin. Ce n'était pas une de ces demeures ostentatoires aux colonnes grandiloquentes. Elle avait une élégance simple, une façade claire, des volets sombres, des lignes nettes, une grande bâtisse de campagne rénovée, à la fois chaleureuse et raffinée. Julien attendait à l'entrée. Il lui fit un signe de tête respectueux en l'accueillant. Aucun commentaire sur sa tenue, aucun regard déplacé. Il lui montra les pièces principales, lui expliqua le fonctionnement de certaines installations, la cuisine moderne mais épurée, la bibliothèque, le salon lumineux, ouvert sur le jardin. Il ne donnait pas d'ordre, mais exposait des attentes précises avec une clarté paisible. L'intérieur de la maison était à l'image de son propriétaire, ordonné, discret, sans luxe tapageur, mais avec une attention manifeste aux détails. De grandes étagères remplies de livres, des œuvres d'art modernes accrochées sans ostentation, des plantes bien entretenues aux angles des pièces. Un lieu où le silence n'était pas vide, mais plein de pensées. Claire se mit au travail dès ce jour-là. Elle nettoya sans empressement, mais avec rigueur, attentive à ne rien déranger. Elle ne voulait pas qu'on la voie. Elle voulait juste être efficace, mériter sa place. Pourtant, au fil des jours, quelque chose changea. Julien n'était pas souvent là, mais quand il l'était, il lui proposait toujours un café, échangeait quelques mots sur la météo, la circulation, les livres qu'il lisait. Il ne posait jamais de questions intrusives, mais écoutait avec un intérêt sincère les réponses brèves qu'elle lui offrait. Elle ne lui parlait jamais de Louis, ni de sa vie, ni de l'hôpital. Elle gardait cela en elle, comme un jardin secret protégé par des murs invisibles. Ce que Julien ne savait pas, c'était à quel point Claire doutait d'elle-même. Chaque soir, en rentrant chez elle, elle repensait à la journée, se demandait si elle avait bien agi, si elle n'avait pas été trop lente, trop maladroite, trop présente. Elle craignait qu'à tout moment il ne change d'avis, qu'il découvre qu'elle n'était pas à la hauteur, qu'elle ne savait rien du monde dans lequel il évoluait. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un lieu aussi calme, aussi serein. Le silence de la maison n'était pas oppressant, mais elle n'y était pas habituée.
Chez elle, il y avait toujours le bruit des voisins, les cris dans la cage d'escalier, le vrombissement de la chaudière. Ici, le silence la confrontait à elle-même. Elle passait du temps dans la bibliothèque lorsqu'elle avait terminé son travail, si Julien était absent. Il lui avait dit qu'elle pouvait y rester si elle le souhaitait. Les livres étaient en libre accès. Elle y trouva des romans qu'elle connaissait de nom, mais qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de lire. Elle feuilletait, lisait quelques pages, parfois un chapitre entier. Et peu à peu, sans même s'en rendre compte, elle se reconnectait à une part d'elle qu'elle avait oubliée. Avant Louis, avant l'abandon, avant les années d'épuisement. Elle avait aimé lire. Elle avait rêvé, un temps, de devenir infirmière, puis peut-être enseignante. Mais la vie n'avait pas laissé de place à ses ambitions. Elle s'était dissoute dans les heures supplémentaires, les files d'attente à la CAF, les nuits blanches. Julien, de son côté, remarquait des détails qu'il ne comprenait pas encore totalement. Il avait engagé Claire pour des raisons pratiques, sans autre arrière-pensée. Mais rapidement, il s'aperçut qu'elle ne ressemblait pas aux autres personnes qu'il croisait dans son cercle. Elle était discrète, presque trop. Mais il percevait chez elle une forme d'intelligence tranquille, une manière d'observer le monde avec une acuité rare. Elle ne parlait pas beaucoup, mais chaque mot semblait choisi, pesé. Elle ne cherchait pas à plaire, mais à faire bien. Il la surprit un jour en train de lire un ouvrage de sociologie complexe. Elle ne s'en rendit même pas compte. Elle était absorbée. Il ne dit rien, mais ce moment l'intrigua. Il ne savait rien de sa vie, sauf ce qu'il devinait dans ses silences. Elle n'était pas simplement une employée. Elle portait quelque chose de plus lourd, de plus ancien. Une blessure discrète, un combat quotidien qu'elle ne partageait pas. Cela éveilla chez lui une forme de respect, mais aussi une curiosité sincère. Il ne la voyait pas comme une femme à sauver. Il n'était pas ce genre d'homme, mais il reconnaissait chez elle une forme de dignité rare, forgée dans l'adversité. Une force qui ne criait pas, mais qui persistait. Les semaines passèrent, rythmées par les allers-retours entre Lyon et la maison de campagne. Claire devenait plus à l'aise dans les lieux, sans jamais se sentir totalement chez elle. Elle gardait ses distances, par pudeur, par principe. Julien, lui, ne cherchait pas à les réduire, mais chaque échange, chaque regard, chaque silence partagé construisait un lien subtil. Rien n'était dit, rien n'était encore ressenti pleinement, mais une présence s'installait. Deux solitudes se frôlaient, apprenaient à coexister. Ce qu'il ignorait encore, c'était que Claire luttait chaque jour contre le vertige de sa propre peur. Peur d'espérer, peur d'être vue, peur d'être jugée ou rejetée. Elle savait que ce travail finirait un jour, que cette parenthèse n'était pas une promesse. Mais chaque fois qu'elle montait dans la voiture pour rejoindre cette maison silencieuse, elle sentait au fond d'elle une étincelle minuscule, mais vivante, un souffle ténu, fragile, de quelque chose qu'elle avait presque oublié. L'idée qu'une autre vie, même lointaine, pouvait exister. Le mois suivant, Claire s'était habituée au rythme particulier que lui imposait sa nouvelle organisation. Ses allers-retours entre Lyon et la maison de campagne de Julien s'enchaînaient avec une rigueur discrète, toujours insérée entre ses horaires de travail à l'hôpital et le temps précieux qu'elle consacrait à Louis. Elle avait appris à optimiser chaque minute de sa journée, à anticiper les retards du tram, à préparer les repas de son fils à l'avance, à s'assurer que les devoirs étaient faits avant même de quitter leur petit appartement. La fatigue ne l'avait pas quittée, mais quelque chose de plus fort la soutenait. Une forme d'équilibre précaire mais réel. Elle accomplissait son travail chez Julien avec une efficacité silencieuse, sans jamais empiéter sur son espace personnel. Elle restait à sa place, mais avec une concentration et une dignité qui n'avaient pas échappé à lui. Julien, de son côté, avait cessé de considérer la présence de Claire comme un simple arrangement temporaire. Il ne l'avait jamais vue comme une employée ordinaire, mais il n'aurait pas su dire à quel moment exactement cela avait changé. Peut-être lorsqu'il l'avait vue replacer avec soin un livre qu'il n'avait même pas remarqué déplacé, ou quand elle avait apporté un plaid qu'elle avait lavé, sans qu'il ne l'ait demandé, parce qu'il était tombé par terre la veille. Il y avait dans ses gestes une attention précise, sans recherche de reconnaissance. Une manière d'occuper l'espace sans bruit, de veiller à l'ordre sans y inscrire sa présence. Cela intriguait Julien, et cela l'apaisait aussi. Il avait vécu entouré de personnes efficaces, ambitieuses, mais souvent intéressées ou trop bavardes. Claire, elle, gardait une distance respectueuse,
une sorte de mur invisible qui protégeait à la fois sa pudeur et son intégrité. Mais tout le monde ne voyait pas les choses de la même manière. Un dimanche après-midi, Étienne, le frère cadet de Julien, se présenta à l'improviste à la maison de campagne. Plus jeune de 2 ans, il était l'un des associés les plus influents de l'entreprise familiale. Ambitieux, charismatique, volontiers condescendant, il n'aimait pas les surprises ni les inconnus dans les cercles qu'il jugeait fermés par mérite. En entrant dans le salon et en apercevant Claire, un chiffon à la main accroupi pour nettoyer un pied de fauteuil, il eut un bref mouvement de recul qu'il masqua mal. « Bonjour », lança-t-il d'un ton sec, sans la regarder vraiment. Claire se releva, s'essuya les mains sur un torchon propre et répondit calmement. « Bonjour, monsieur. » Julien, qui arrivait de la véranda, salua son frère chaleureusement, sans remarquer immédiatement la tension dans l'air. Étienne l'embrassa brièvement, puis jeta un regard en direction de Claire, qui s'éclipsa discrètement. « Elle travaille ici ?» demanda-t-il à voix basse dès qu'elle fut hors de portée. Julien hocha la tête. « Elle m'aide pour quelques semaines. Ma gouvernante est en congé, je te l'ai dit. Tu n'avais pas dit qu'elle était... du marché ?» Julien le fixa, devinant le ton derrière les mots. « Elle est compétente, discrète. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Étienne haussa les épaules, feignant l'indifférence, mais sa curiosité était éveillée. Il ne posait pas de questions inutiles, mais observait. Au fil de la journée, il fit plusieurs remarques à peine voilées sur la prudence qu'il fallait avoir, sur les gens que l'on aide un peu trop et qui finissent là par s'installer. Il utilisa le mot pragmatisme à plusieurs reprises, comme une vertu suprême. Julien, agacé, se contenta de changer de sujet. Le soir venu, Claire, qui avait tout entendu depuis le couloir en rangeant les draps, sentit une vieille brûlure lui remonter dans la gorge. Ce n'était pas la première fois qu'on parlait d'elle à la 3e personne, qu'on la réduisait à une aide temporaire, à une femme qui devait à savoir rester à sa place. Mais cette fois, cela la toucha plus profondément. Peut-être parce qu'elle avait cru, malgré elle, que Julien la voyait autrement. Elle comprenait maintenant que sa présence dérangeait. Que, dans cet univers feutré, elle était et resterait une étrangère. Le lendemain, elle vint plus tôt que d'habitude. Elle nettoya la cuisine, la bibliothèque, fit le tour du jardin. Elle laissa tout impeccable. Puis, avant de partir, elle déposa une enveloppe sur la table du salon. À l'intérieur, une lettre manuscrite. Quelques lignes sobres mais sincères. Elle remerciait Julien pour sa confiance, pour l'opportunité. Elle précisait qu'elle préférait ne pas prolonger leur arrangement sans entrer dans les détails. Elle signait simplement « Claire ». Quand Julien découvrit l'enveloppe, il lut la lettre 3 fois de suite. Il relut les mots, tenta d'y lire entre les lignes, chercha à comprendre ce qu'il avait raté. Il essaya de l'appeler, mais son numéro ne répondait pas. Il envoya un message, puis un autre, sans réponse. Il s'assit dans le salon, regarda autour de lui. Il remarqua que tout brillait de propreté, que les livres étaient parfaitement alignés, que les coussins avaient été replacés avec soin. Mais ce qu'il ressentit surtout, c'était un vide inhabituel, une absence qui pesait plus que prévu. Il comprit, sans qu'elle ne le dise, que quelque chose avait blessé Claire, et il devina que cela venait d'Étienne, ou plutôt de ce que sa présence avait réveillé chez elle. Il regretta de ne pas avoir été plus attentif, de ne pas avoir désamorcé plus tôt le conflit silencieux. Il avait pensé que le respect et la confiance suffisaient, mais il réalisait maintenant qu'un mot, un regard de travers, pouvait suffire à briser ce qu'elle avait mis des semaines à construire en silence. Pendant les jours qui suivirent, Julien tenta de reprendre sa routine, mais la maison lui semblait différente, trop calme, trop ordonnée, presque stérile. Il se surprit à remarquer les livres qu'elle n'avait pas eu le temps de terminer, une tasse oubliée, une écharpe qu'elle avait portée un jour plus froid, des détails insignifiants, mais qui devenaient soudain essentiels. Il ne savait pas encore comment réagir. Il n'était pas du genre à insister, à forcer le contact, mais il sentait que quelque chose s'était ouvert en lui pendant ces semaines, et que cette chose ne disparaîtrait pas si facilement. Lorsque Claire quitta la maison de campagne ce matin-là, elle le fit sans se retourner. Assise dans le véhicule qui la ramenait à Lyon, elle regardait par la fenêtre, les mains posées sur ses genoux, les pensées figées dans un mélange de regret et de soulagement. La décision n'avait pas été facile. Elle s'était réveillée tôt, le ventre noué, et avait su immédiatement que quelque chose en elle avait basculé. Les mots d'Étienne, même indirects, avaient remué une blessure ancienne. Pas seulement la peur d'être jugée,
mais cette sensation insidieuse de ne jamais être à sa place, de toujours devoir prouver qu'elle méritait l'espace qu'elle occupait. Elle avait compris qu'elle ne pourrait pas rester dans un endroit où son existence pouvait être remise en question au premier regard porté par quelqu'un d'extérieur. Rentrée à l'appartement, elle retrouva Louis, qui jouait dans le salon avec ses petits soldats en plastique. Il leva la tête en la voyant entrer et courut vers elle pour l'embrasser. Claire le serra longuement contre elle, respirant son odeur familière, cherchant dans cette étreinte un point d'ancrage. Elle avait l'impression d'avoir fui un monde dans lequel elle aurait pu commencer à respirer, mais qui ne lui appartenait pas vraiment. Elle avait voulu croire, un instant, que le calme, l'élégance silencieuse de cette maison pouvait devenir, ne serait-ce que temporairement, une zone de paix pour elle. Mais la réalité lui avait rappelé que même les lieux les plus paisibles ne sont jamais complètement vierges de jugement. Les jours suivants, elle reprit son poste à l'hôpital, comme si rien n'avait changé. Mais ses collègues remarquèrent vite qu'elle était plus distante, plus silencieuse encore. Elle ne parlait plus de son deuxième petit travail, comme elle l'appelait vaguement. Elle effaçait les traces de cette expérience de son quotidien avec la rigueur d'une femme qui sait qu'il vaut mieux ne pas s'attacher à ce qui n'est pas fait pour durer. Pourtant, malgré ses efforts pour tourner la page, quelque chose en elle refusait de se refermer. Ce n'était pas tant Julien lui-même, ni la maison, ni même le travail. C'était cette impression fugace, ressentie là-bas, d'être vue. Non pas jugée ni analysée, mais simplement considérée. Julien, de son côté, avait respecté le silence de Claire. Après 2 messages sans réponse et un appel resté sans suite, il avait choisi de ne pas insister. Il n'était pas un homme de pression ou de gestes impulsifs. Mais il n'avait pas oublié. Sa maison lui semblait désormais incomplète. Non pas sale ou désorganisée, mais vide d'une présence discrète qui, sans qu'il ne s'en rende compte, avait adouci ses journées. Il comprenait, en relisant la lettre de Claire, qu'elle avait agi pour préserver quelque chose. Il ne savait pas si c'était sa fierté, son intimité ou simplement son instinct de survie. Mais il respectait sa décision, même s'il la regrettait. Malgré son silence apparent, Claire gardait une forme de gratitude profonde envers Julien. Ce qu'il lui avait offert, au-delà d'un emploi provisoire, c'était un regard différent sur elle-même. Il ne lui avait jamais posé de questions sur son passé, n'avait jamais tenté de s'immiscer dans ses choix. Et c'est précisément ce respect silencieux qui avait rendu sa présence si apaisante. Elle ne pouvait pas nier qu'il lui manquait. Elle ne pensait pas à lui comme à un homme inatteignable ou fantasmé. Elle pensait à lui comme à quelqu'un qui, par sa simple manière d'être, avait mis en lumière tout ce qu'elle essayait d'enfouir. Mais la vie continuait, avec ses contraintes et ses urgences. L'argent manquait à nouveau. Les courses l'étaient comptées. Les factures s'entassaient. Louis avait besoin de nouvelles chaussures. Chaque dépense devenait une équation difficile à résoudre. Claire chercha un autre petit emploi du soir, mais les options étaient rares. Elle envisagea même de reprendre un service de ménage dans un hôtel, avec des horaires pénibles. Le contraste avec les semaines passées n'en était que plus douloureux. Un soir, alors qu'elle rangeait les jouets de Louis, elle tomba sur un livre qu'elle avait emprunté dans la bibliothèque de Julien. Elle l'avait glissé dans son sac sans même y penser, dans la précipitation de son dernier jour. Elle le regarda longuement, puis l'ouvrit à la page marquée. Les mots lui semblèrent de familiers, comme un écho de ce qu'elle avait vécu. Une histoire d'exil, d'adaptation, de silence et de reconstruction. Ce livre, plus que tout autre souvenir, raviva en elle la certitude qu'il existait encore, quelque part, un espace où elle pouvait respirer autrement. Elle pensa à écrire une lettre, pas pour demander un retour, ni pour se justifier, juste pour remercier, pour poser un mot là où elle n'avait pu exprimer un sentiment, mais elle n'alla pas au bout. Elle déchira la feuille, la jeta, recommença. Elle craignait que tout geste soit mal interprété. Elle voulait préserver cette distance. Elle avait appris au fil des années que les gestes simples étaient souvent les plus mal compris. Elle préféra donc le silence, une fois de plus. Mais au fond d'elle, une petite faille s'était ouverte. Non pas une blessure, mais une brèche. Un endroit d'où filtrait un peu de lumière. Elle n'attendait rien. Elle ne se berçait pas d'illusions. Mais elle ne pouvait ignorer ce qu'elle avait ressenti. L'impression d'être, pour un instant, au bon endroit. Et même si cet endroit ne lui appartenait plus, même si elle n'y retournerait peut-être jamais, elle savait que cette sensation existait. Et que, peut-être, un jour, elle pourrait la retrouver, d'une autre manière, avec d'autres mots,
mais jamais plus en se contentant de survivre. Le mois de décembre apporta avec lui les premiers froids mordants sur Lyon. Les trottoirs glissants, les visages fermés par le vent, les vitrines illuminées contrastant brutalement avec la rudesse du quotidien de ceux qui, comme Claire, vivaient à la lisière de tout confort. Elle continuait son travail au service de nettoyage de l'hôpital, toujours avec cette discrétion rigoureuse qu'on appréciait sans jamais la récompenser vraiment. Elle se levait tôt, rentrait tard, s'occupait de Louis comme elle pouvait, jonglant entre ses obligations et les imprévus constants. Le temps passait vite, et chaque jour semblait avaler les espoirs à mesure qu'il en laissait naître de nouveau. Elle se disait souvent que tant qu'elle pouvait encore assurer un repas chaud le soir, tant qu'elle voyait Louis sourire, rien n'était totalement perdu. Jusqu'à ce matin-là. Louis s'était réveillé en sueur, les joues rouges, la respiration sifflante. Claire sentit immédiatement que ce n'était pas un simple rhume. Il avait eu des bronchites à répétition les hivers précédents, mais cette fois, il y avait quelque chose de plus inquiétant dans la manière dont son corps semblait lutter. Elle appela son travail pour prévenir qu'elle ne viendrait pas, puis l'amena en urgence à l'hôpital. L'attente fut longue. Les heures se traînaient, rythmées par les allées et venues d'infirmiers, les bips stridents des moniteurs dans les couloirs. Claire tenait la main de Louis sans parler, le cœur serré, le regard fixe. Après plusieurs examens, le diagnostic tomba. Une infection pulmonaire sévère. Le traitement devait être administré rapidement, avec des médicaments coûteux et un suivi spécialisé. L'hôpital couvrait une partie des soins, mais pas l'intégralité. Certaines injections, certains tests de suivi n'étaient pas pris en charge. L'interne, qui lui expliqua la situation, tenta de le faire avec tact, mais Claire comprit tout de suite que sans argent, elle devrait renoncer à une partie du traitement. Elle sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas une dépense de confort, ce n'était pas un caprice, c'était la santé de son fils. Sa vie, peut-être. Les jours suivants furent un combat silencieux. Claire dormit sur une chaise près du lit d'hôpital. Elle refusa de quitter Louis, acceptant uniquement de rentrer quelques heures chez elle lorsque Madame Roussel se proposa de la relayer. Elle vendit ce qu'elle pouvait. Une vieille chaîne hi-fi, un bijou de famille sans grande valeur, quelques vêtements. Elle tenta d'obtenir un prêt auprès de sa banque, mais son dossier fut rejeté. Trop de découverts, trop peu de garanties. Elle fit une demande d'aide exceptionnelle à la caisse d'allocation, mais les délais étaient trop longs. Elle frappa à toutes les portes, même celles qu'elle avait juré de ne jamais rouvrir. Au bout de plusieurs jours, à bout de ressources et de force, elle pensa à Julien. L'idée lui fit mal, pas parce qu'elle n'avait pas confiance en lui, mais parce que cela signifiait franchir une limite qu'elle s'était elle-même imposée. Elle avait quitté son emploi chez lui pour préserver sa dignité, pour ne pas entrer dans un rapport de dépendance ou de gratitude trop grand. Le recontacter aujourd'hui, ce serait admettre son échec, admettre qu'elle n'avait plus d'autres options. Mais en voyant Louis allongé dans son lit d'hôpital, le teint pâle, la voix presque éteinte, elle sut qu'elle n'avait plus le droit de faire de la fierté une priorité. Ce soir-là, dans la salle d'attente déserte, elle prit une feuille de papier. Elle écrivit une lettre brève, directe, presque sèche. Elle y expliqua la situation sans pathos, sans détails inutiles. Elle précisa qu'elle n'attendait rien, qu'elle comprenait s'il ne répondait pas. Mais elle ne pouvait pas ne pas lui écrire. Elle signa simplement, glissa la lettre dans une enveloppe et, après une longue hésitation, la posta elle-même, les doigts tremblants. Elle ne savait pas s'il lirait, elle ne savait pas s'il répondrait, mais elle savait qu'elle devait essayer. Après cela, elle ne dit rien à Louis. Elle resta auprès de lui lisant des histoires, lui apportant des dessins faits à l'école par ses camarades. Elle gardait le sourire pour lui, mais ses yeux trahissaient son épuisement. Elle n'avait plus dormi correctement depuis des jours. Elle sautait des repas pour économiser. Elle empruntait les transports en douce, sans ticket, au risque de se faire contrôler. Elle était en train de s'effondrer, mais ne pouvait pas s'arrêter. Pas maintenant. 2 jours passèrent. Rien. Pas de message, pas d'appel, pas de signe. Claire tenta de se convaincre qu'elle n'attendait rien. Mais au fond d'elle, chaque heure qui passait augmentait un peu plus le poids du silence. Elle avait osé tendre la main, et cela la laissait vulnérable d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Puis, un matin, alors qu'elle s'installait près du lit de Louis, après avoir fait un aller-retour rapide à la maison, une infirmière entra, suivie de Julien. Il n'avait pas changé. Même manteau, même regard calme,
Mais cette fois, quelque chose en lui était différent. Il s'approcha d'elle, posa une main sur son épaule, sans un mot. Puis, se tournant vers le médecin de garde, il se présenta, expliqua qu'il souhaitait couvrir les frais nécessaires. Il le fit sans emphase, sans détour, avec une assurance tranquille. Le médecin accepta, soulagé. Claire, elle, resta muette. Elle ne put que murmurer un merci à peine audible. Elle ne sut pas comment exprimer ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas de la gratitude, c'était plus profond, plus intime, plus fragile. Julien resta un moment, puis revint le lendemain. Et le jour suivant encore. Il apportait des livres pour Louis, des petits jeux, des fruits. Il ne posait pas de questions, il ne demandait pas d'explications. Il était là, simplement. Et peu à peu, dans ses gestes silencieux, une autre forme de dialogue s'installa entre eux. Un lien tissé dans l'urgence, dans la pudeur et dans la retenue. Claire ne savait pas ce que tout cela signifiait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus seule. Pas totalement. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans un rythme lent, presque suspendu. Louis récupérait peu à peu. Sa fièvre s'atténuait. Son regard retrouvait cette vivacité enfantine que Claire craignait d'avoir perdue pour toujours. Chaque jour, les médecins confirmaient des signes d'amélioration. Le traitement, désormais suivi dans son intégralité grâce à l'aide de Julien, portait ses fruits. Louis dormait mieux, mangeait davantage, posait des questions, riait parfois. Ces éclats de bonheur que Claire n'osait plus espérer venaient fissurer le silence pesant qui l'entourait depuis des mois. Julien revenait au chevet de Louis presque tous les 2 jours. Il ne prévenait jamais à l'avance, n'imposait jamais sa présence. Il passait simplement, déposait un sac avec quelques fruits frais, des crayons de couleur, parfois un petit livre. Il restait assis une demi-heure, parfois 1 heure entière, discutant avec Louis, répondant à ses questions, l'écoutant raconter ses rêves, ses jeux, les histoires que sa mère lui lisait. Louis, de nature méfiante avec les adultes qu'il ne connaissait pas, avait immédiatement adopté Julien, peut-être parce qu'il sentait en lui quelque chose d'authentique, de calme, sans condescendance. Julien ne le traitait pas comme un enfant malade, mais comme un petit garçon digne d'intérêt. Claire, au départ, observait ses visites avec prudence. Elle ne voulait pas interpréter les gestes de Julien comme autre chose que ce qu'ils étaient, une aide généreuse, dans un moment critique. Mais au fil des jours, une évidence s'imposa. Ce que Julien faisait n'avait rien de circonstanciel. Il aurait pu faire un virement anonyme ou payer les factures à distance sans jamais réapparaître. Il aurait pu se contenter d'un geste ponctuel, mais il revenait, systématiquement, sans chercher à obtenir quoi que ce soit en retour. Un après-midi, alors que Louis dormait profondément, épuisé par la dernière séance de traitement, Claire et Julien se retrouvèrent seuls dans la petite salle. L'atmosphère était paisible, presque intime. Claire, assise sur un fauteuil près de la fenêtre, regardait dehors. Le ciel était pâle et quelques flocons commençaient à tomber. Julien, de son côté, feuilletait un livre d'histoire qu'il venait d'apporter. « Ça y va mieux, dit-il doucement, sans la regarder. « Oui, grâce à vous. Non, grâce à lui. Et à vous surtout. Vous êtes une mère incroyable. » Claire ne répondit pas immédiatement. Ce genre de mots, elle les avait rarement entendus, et encore moins crus. Elle gardait la tête baissée, les mains croisées sur ses genoux. « Je fais ce que je peux, » murmura-t-elle. « Parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas assez. » Julien tourna les yeux vers elle, sans insister. « Ce que vous faites chaque jour, peu de gens en seraient capables. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de force. » Elle leva enfin les yeux vers lui. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue, non pas dans ce qu'elle montrait, mais dans ce qu'elle cachait. Julien ne cherchait pas à la flatter. Il ne disait pas cela pour obtenir une réaction. C'était une reconnaissance sincère. Cela la déstabilisa plus qu'elle ne l'aurait cru. « Pourquoi vous revenez ?» demanda-t-elle presque à voix basse. Il resta silencieux quelques secondes avant de répondre. « Parce que je veux, pas par obligation, pas par pitié, parce que j'ai envie d'être là. » Cette réponse simple, directe, sans détour, lui coupa le souffle. Elle ne savait pas quoi dire. Elle n'avait pas de réponse à lui donner, pas de position à adopter. Elle était trop fatiguée, trop émue, trop confuse. Mais au fond d'elle, quelque chose se détendit. Une tension ancienne, un mur invisible, commença à se fissurer. Les jours suivants, Claire se surprit à attendre les visites de Julien. Elle n'osait pas se l'avouer, mais elle prenait soin de sa tenue, de ses gestes. Elle voulait être digne de ces moments.
Ils ne parlaient pas beaucoup, mais leur silence n'était plus lourd. Ils étaient habités, partagés. Un matin, Julien apporta un petit carnet pour Louis, dans lequel il avait collé des images, des dessins, des petits textes qu'il avait lui-même rédigés. Un journal d'histoires inventées, avec un héros qui ressemblait étrangement à un petit garçon courageux luttant contre des tempêtes invisibles. Louise éclata de rire en le feuilletant, posant 1000 questions, inventant des suites. Claire, de son côté, ne put retenir ses larmes. Elle s'efforça de les cacher, mais Julien les vit. Il ne dit rien, mais posa brièvement sa main sur la sienne. Dans les semaines qui suivirent, alors que l'état de santé de Louis continuait de s'améliorer, Julien devint un visage familier dans le service pédiatrique. Le personnel s'était habitué à sa présence discrète, à ses visites calmes, à sa manière de parler doucement, de saluer tout le monde avec politesse. Claire, elle, s'ouvrait lentement. Un mot de plus chaque jour. Une anecdote sur Louis, un souvenir d'enfance, un rire discret partagé autour d'un café tiède dans le couloir. Elle découvrit aussi que Julien n'était pas seulement cet homme réservé au regard pénétrant. Il avait des failles, des doutes, des colères contenues. Il lui raconta un soir comment il avait repris les rênes de l'entreprise familiale presque malgré lui, après le décès brutal de son père. Il lui confia combien il se sentait parfois isolé, même au sommet de sa réussite. Elle comprit alors qu'il partageait, sans l'avoir cherché, une solitude semblable, bien que vécue dans des mondes totalement différents. Plus les jours passaient, plus il devenait évident que quelque chose grandissait entre eux. Rien n'avait été formulé. Aucun mot d'amour, aucune déclaration, mais leur lien s'approfondissait dans le non-dit, dans la constance, dans cette manière qu'ils avaient de se chercher du regard lorsque Louis riait ou dormait. Une complicité silencieuse, forgée dans l'épreuve, enracinée dans le respect. Claire, pourtant, restait sur ses gardes. Elle connaissait les limites de son monde. Elle n'osait pas projeter. Elle ne voulait pas transformer cette relation en espoir illusoire. Mais elle ne pouvait plus nier que Julien avait pris une place, ni que cette place, jour après jour, devenait plus difficile à ignorer. L'hiver touchait à sa fin, mais le froid semblait s'être infiltré durablement dans les recoins de la ville. Les arbres encore nus dessinaient des lignes rigides contre le ciel blanc, et l'hôpital, malgré le chauffage central, restait traversé par des courants d'air glacial. Louis était désormais hors de danger immédiat. Il mangeait avec appétit, posait des questions aux médecins, s'amusait à compter les seringues dans le chariot de l'infirmière en se croyant dans un jeu de société. Claire voyait à chaque sourire retrouvé de son fils une victoire silencieuse. Elle avait arrêté de compter les nuits blanches. Tout ce qui comptait désormais, c'était de reconstruire un semblant de stabilité. Julien, toujours présent, continuait de visiter Louis presque tous les jours. Son implication n'avait pas diminué avec l'amélioration de l'état de santé de l'enfant. Au contraire, sa présence devenait plus régulière, plus naturelle, presque attendue. Il apportait des livres, des carnets, parfois des sandwichs pour Claire qu'elle acceptait désormais sans gêne. Le lien entre eux s'était renforcé, consolidé par les heures partagées dans ces chambres d'hôpital sans intimité. Ils n'étaient ni amis ni amants, mais quelque chose de profond les unissait désormais. Julien n'était plus un bienfaiteur, il était devenu une présence, une constante. Un soir de mars, alors que Louis dormait paisiblement et que Claire s'apprêtait à rentrer chez elle, Julien l'invita à marcher un peu, dehors, dans le petit jardin de l'hôpital. Elle accepta, enfilant son manteau. Ils marchèrent côte à côte dans le silence frais de la nuit, leurs pas crissant sur le gravier. « Il faut que je te parle de quelque chose, » dit Julien après quelques minutes. Claire sentit immédiatement que quelque chose était différent dans son ton. Il n'avait jamais utilisé ce tutoiement avec elle avant, pas de façon spontanée. Elle ne releva pas, mais son attention se redoubla. « J'ai reçu une proposition, il y a quelques semaines. J'ai hésité à t'en parler plus tôt, mais je ne savais pas encore ce que j'allais faire. » Elle attendit, le regard fixé devant elle. « Ils veulent que je dirige l'ouverture d'une nouvelle branche de l'entreprise, à Montréal. Ce serait un poste important, à responsabilité. Un projet de 2 ans au minimum. » Le mot Montréal résonna en elle comme un coup sourd. Elle n'avait rien vu venir. Pas un seul indice ne lui avait laissé penser que Julien pouvait disparaître ainsi de son quotidien. Elle sentit une brûlure discrète monter dans sa gorge, mais elle n'en montra rien. « Et tu vas accepter ?» demanda-t-elle d'une voix neutre. « Je ne sais pas. C'est une opportunité rare. On me la propose parce qu'ils ont confiance en ma vision. » « C'est une façon de faire avancer beaucoup de choses. »
d'imprimer ma marque dans un nouveau contexte. Il s'arrêta, la regarda. Mais en même temps, je ne sais pas si je suis prêt à quitter ce que j'ai trouvé ici. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle s'assit sur un banc près d'un petit buisson taillé. Le froid mordait ses mains, mais elle ne les glissa pas dans ses poches. Julien la rejoignit. « Je n'ai pas l'habitude de parler de ce que je ressens, » poursuivit-il. « Tu le sais. Mais ce qui s'est passé ces derniers mois, ta force, ton intelligence, ta façon de te battre sans jamais crier, tout cela m'a profondément marqué. Tu es entré dans ma vie sans que je m'en aperçoive. Et maintenant, je ne peux plus t'imaginer en dehors. » Il marqua une pause, puis ajouta dans un souffle « Je crois que je ressens quelque chose pour toi, Claire. » Elle détourna le regard, les yeux humides. Pas de tristesse, ni de joie pure. Une émotion complexe, dense, qui la traversait sans qu'elle puisse la nommer. Elle avait espéré parfois sans se l'avouer. Elle avait rêvé, dans le silence des chambres, qu'un lien plus grand se tisse. Mais l'entendre ainsi, concrètement, dans ce jardin glacé, lui faisait peur. Pas de lui, d'elle-même. « Tu ne me dois rien, » répondit-elle. « Tu as fait tant pour moi, pour Louis. Mais je ne suis pas faite pour ça. Pour ce genre d'histoire. Ce n'est pas une histoire. C'est la vérité. Et je ne te demande pas de tout changer. Je veux juste savoir si toi aussi tu ressens quelque chose. » Claire se leva, fit quelques pas, puis se retourna lentement. « Oui, je ressens quelque chose. Mais je ne suis pas prête. Je n'ai jamais été la priorité de personne. Et je ne veux pas être un obstacle pour toi. Tu dois aller à Montréal. Tu le mérites. Tu t'es battu pour en arriver là. Ne gâche pas ça pour moi. » Julien voulut répondre, mais elle le coupa. « Je ne te demande qu'une chose. Si ce qu'on a construit ici compte pour toi, n'y renonce pas complètement. Même à distance. Même autrement. » Il s'approcha, doucement, et lui tendit la main. Elle la prit, brièvement. « Je n'abandonne rien, Claire. Je pars, mais je reviendrai. Aussi souvent que possible. Ce n'est pas un adieu, ce n'est même pas une pause. C'est juste une autre manière d'avancer. » Ils restèrent là encore quelques minutes, main dans la main, sans dire un mot de plus. Puis Claire reprit le chemin de la chambre de Louis, le cœur alourdi mais étrangement apaisé. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire, elle avait fait ce qu'il fallait. Et, pour la première fois, elle ne regrettait pas d'avoir laissé quelqu'un entrer dans sa vie, même si ce quelqu'un allait s'éloigner. Les jours qui suivirent l'annonce de Julien furent marqués par un calme étrange. À l'hôpital, Claire continuait de s'occuper de Louis, dont la convalescence progressait favorablement, tandis que les visites de Julien se faisaient moins fréquentes, mais jamais absentes. Il passait parfois en fin de journée, à des heures discrètes, comme pour ne pas forcer sa présence. Les échanges entre lui et Claire avaient changé. Moins de mots, mais davantage de regards, de silences habités, d'une proximité qui n'avait plus besoin d'être justifiée. Il ne reparlait pas de Montréal. Il ne reparlait pas non plus de ce qu'il ressentait, comme si tout avait déjà été dit et qu'il fallait désormais laisser le temps poser ses marques. Claire, de son côté, oscillait entre deux états. Une partie d'elle, la plus raisonnable, la plus terre-à-terre, se félicitait d'avoir su garder la tête froide. Elle n'avait pas cédé à l'illusion, elle n'avait pas couru après un avenir incertain. Elle avait encouragé Julien à saisir l'opportunité de sa carrière, sans l'enchaîner à ses propres limites. Mais une autre partie, plus profonde, plus vulnérable, ressentait le vide laissé par cette décision. Elle ne regrettait pas ses mots, mais elle ne pouvait nier la douleur sourde qu'il laissait. Elle avait eu peur, peur d'être de trop, peur que l'histoire se répète, peur de s'attacher pour être oubliée, déplacée, remplacée. Elle pensait souvent à leur dernière conversation dans le jardin de l'hôpital. Les mots de Julien résonnaient encore dans sa mémoire, surtout cette phrase qu'elle avait retenue malgré elle. « Je ne t'abandonne pas. Je pars, mais je reviendrai. » Elle n'avait pas voulu lui demander de promesses, car elle savait ce que valèrent les promesses dans une vie comme la sienne. Mais elle savait aussi que Julien n'était pas un homme à parler en vain. Un soir, alors qu'elle préparait un sac de vêtements propres pour le retour imminent de Louis à la maison, elle découvrit dans le tiroir une enveloppe glissée entre deux livres. L'écriture, soignée, ne laissait aucun doute. C'était Julien. Elle hésita à l'ouvrir, son cœur battant plus vite, puis finit par s'asseoir sur le bord du lit et déchira le bord de l'enveloppe. La lettre était brève, mais dense. Julien y écrivait qu'il allait accepter le poste à Montréal. Il ne cherchait pas à s'excuser, ni à se justifier.
Il voulait simplement que Claire sache qu'il n'avait pas pris cette décision à la légère. Il parlait de son respect pour elle, de l'admiration qu'il avait pour sa force, de la manière dont leur rencontre avait modifié sa perception du monde. Et à la fin, il ajoutait une phrase qui la bouleversa. « Je ne te demande pas de venir. Mais je te demande de ne pas me fermer la porte si un jour tu ressens que ce que nous avons mérite d'être vécu ailleurs, autrement, ensemble. » Claire relut la lettre plusieurs fois. Elle ne pleura pas. Elle ne sourit pas non plus. Mais quelque chose en elle, très doucement, se calma. Elle ne savait toujours pas ce qu'elle voulait, mais elle savait désormais ce qu'elle ne voulait plus. Vivre comme si rien n'avait d'importance. Elle plia la lettre, la rangea dans un tiroir et continua sa soirée comme si de rien n'était. Mais le lendemain matin, elle décida de ne pas aller travailler. Elle accompagna Louis à l'école, puis marcha longuement dans les rues de Lyon, sans but précis. Elle réfléchissait, non pas à Julien, mais à elle, à ce qu'elle voulait, à ce qu'elle méritait. Ce ne fut que quelques jours plus tard qu'elle reprit contact avec Julien. Un message simple, presque neutre, pour lui souhaiter bon courage dans ses préparatifs. Il répondit aussitôt sans insistance. Ils échangèrent quelques mots, puis s'accordèrent pour se revoir une dernière fois avant son départ. Ce fut un dîner modeste, dans un restaurant discret, loin du bruit. Julien parla peu de Montréal. Claire parla encore moins de son quotidien, mais entre eux, l'atmosphère était plus claire, délestée de cette tension incertaine, pleine d'une honnêteté nouvelle. À la fin du repas, Julien la regarda dans les yeux. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais ce que je ressens, Claire. Je n'ai pas besoin de certitude, juste de savoir que ce que nous avons est réel. Est-ce que tu peux me dire ça ?» Claire prit une longue inspiration. Elle ne détourna pas le regard, elle ne trembla pas. Sa voix était posée, ferme. « Ce que nous avons est réel, et j'en ai peur. Mais je ne vais pas l'enterrer. Pas cette fois. » Julien hocha la tête sans mot de plus. Ce soir-là, ils se séparèrent dans un silence doux, sans effusion. Ce n'était pas un adieu. Ce n'était pas non plus une promesse d'avenir. C'était un pacte silencieux entre deux personnes qui avaient trop souffert pour se jeter à corps perdu dans une histoire sans fondation. Ils avaient construit un lien, pierre par pierre. Et même séparés par un océan, ils savaient que quelque chose les unissait encore. Julien partit pour Montréal 2 semaines plus tard. Claire l'accompagna à l'aéroport avec Louis. Le garçon s'accrocha à la jambe de Julien au moment des adieux et celui-ci lui promit de lui envoyer des cartes postales. Claire resta en retrait, le regard fixe. Quand Julien se pencha pour l'embrasser sur la joue, elle ferma les yeux un instant, absorbant le moment. Puis elle lui glissa à voix basse « N'oublie pas, je ne ferme pas la porte. » Et il partit. Quelques mois passèrent, marqués par des nuits remplies de souvenirs, de messages échangés à des heures imprévisibles, de regards furtifs sur l'écran du téléphone et par cette sensation persistante qu'un lien puissant résistait, même à la distance. Claire avait repris ses journées avec Louis, entre l'école, l'hôpital et les exigences de la vie quotidienne. Elle travaillait plus pour couvrir les dépenses imprévues, parfois avec des horaires irréguliers, s'efforçant de garder une apparence de stabilité. Mais rien ne comblerait jamais réellement le vide laissé par l'absence de Julien. Les messages qu'il s'envoyait étaient simples, presque sobres. Il lui racontait Montréal, ses débuts dans la nouvelle implantation de l'entreprise, les rues, la neige, les différences subtiles avec Lyon. Elle partageait des anecdotes de Louis, ses progrès à l'école, son rire qui revenait peu à peu. Ils échangeaient aussi des livres ou des dessins envoyés par courrier. Pas des déclarations enflammées, juste des témoignages discrets d'une attention partagée, d'une complicité intacte malgré les kilomètres. Puis un jour de printemps, un message plus long arriva. Julien écrivait « Je rentre à Lyon dans 2 semaines, pour une réunion importante. Je ne pouvais pas repartir sans te voir. » Et sans voir Louis. Le cœur de Claire battit fort, plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Elle sentit l'émotion monter, émue par l'idée même de le revoir, autant que par la peur de ce que cela pourrait faire remonter en elle. Elle répondit avec simplicité « Ce serait bien ». C'était doux, modeste, mais sincère. Ils se retrouvèrent ensuite pour préparer ce moment. Un café discret, une invitation à déjeuner, puis la date fixée. Le jour arriva. Claire alla à l'accueil de l'hôpital, le cœur dans la gorge. Elle avait choisi une tenue sobre, élégante, sans effort. Une robe simple, un gilet clair. Elle avait coiffé ses cheveux avec soin, s'était maquillée légèrement pour apaiser les traces de fatigue, pour se sentir elle-même en meilleure version,
non pas pour plaire, mais pour se sentir présente. Louis, tout excité, la suivait, sautillant à ses côtés, impatient de revoir Monsieur Julien. Ils se retrouvèrent dans la salle d'attente du service pédiatrique, la même où tout avait commencé. Julien attendait, debout, mains dans les poches, le regard inquiet et attentif. Lorsqu'il la vit, ses épaules se détendirent, comme un souffle tout à coup relâché. Il s'approcha et Louis, sans hésiter, plongea dans ses bras. Julien l'aida à s'asseoir au sol, souriant, jouant quelques minutes avec lui. Puis il se releva et se tourna vers Claire. « Bonjour », dit-il doucement. « Bonjour », répondit-elle, tentant un sourire. Le premier échange fut bref, trop chargé pour être prolongé. Ils décidèrent de marcher un moment dans le parc attenant à l'hôpital, où les arbres bourgeonnaient sous un ciel clair de mai. Ils avançaient côte à côte, légèrement séparés, comme s'ils craignaient encore de trop se rapprocher. « Tu es magnifique », dit Julien sans arrière-pensée. Elle posa les yeux sur le sol et murmura « Merci. Tu as… » Je visais ce mot « Tu as l'air en paix ». Elle le regarda, surprise. Elle ne l'avait pas exprimé ainsi. Était-ce vrai? Peut-être. Ou peut-être qu'elle avait juste appris à porter sa fatigue différemment. Je vais bien. Enfin, j'apprends à le faire, en tout cas. Ils marchèrent encore quelques minutes, en silence, jusqu'à un banc. Assis face à face, ils se regardèrent sans savoir par où commencer. Les mots semblaient dérisoires, après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Puis Julien posa une main sur la sienne. « Je ne voulais pas que cette visite soit juste protocolaire. Je voulais porter quelque chose avec toi. Ou plutôt, nous le portons déjà, je crois. » Claire sentit les larmes remplir ses yeux. Pas parce que les choses étaient idéales, mais parce qu'elles étaient vraies. « Je suis toujours ici, murmura-t-elle, et je ne t'ai pas oublié. » Un silence bienveillant s'installa. Puis, avec une douceur presque timide, Julien ajouta « Rien n'est définitivement tracé. Je dois revenir à Montréal, mais j'aimerais recommencer autrement, sans distance imposée, sans silence forcé, avec des visites, des appels, des projets construits, pas espérés, avec toi et bien sûr avec Louis. » Elle releva les yeux, le cœur ému. Elle comprit alors qu'il ne parlait pas uniquement d'amour, mais de patience, de respect, d'une vie partagée avec des imprévus maîtrisés. Elle sentit en elle une confiance renaître, fragile, mais déterminée. « Oui », répondit-elle, à voix basse. « Oui, je veux réessayer. À notre manière. » Ils restèrent là, main dans la main, les regards se mêlant dans une compréhension silencieuse. Un regard au-delà des mots. Quelques jours plus tard, Julien repartit pour Montréal. Cette fois, ce n'était pas un départ lourd de renoncement, mais une transition réelle vers une histoire à construire. Claire, chaque soir, racontait à Louis non seulement l'absence, mais aussi les projets qu'ils faisaient ensemble. Ils échafaudèrent des visites, imaginèrent des vacances, des activités partagées. Ils rêvaient à petite échelle, sans illusions démesurées, mais avec la force tranquille d'un lien renouvelé. Et dans ces moments simples, dans cet équilibre restauré, Claire sentit naître pour la première fois depuis des années l'idée d'un vrai nouveau départ. Pas dans la fuite, ni dans l'espoir irrationnel, mais dans une confiance réciproque, humiliante parfois, exigeante souvent, mais toujours bâtie par deux. C'était le véritable renouveau qu'elle n'avait jamais osé s'autoriser. Et cette fois, elle l'accueillait, non plus par peur ou par déni, mais par choix. Le printemps avait cédé la place à un été doux, sans excès, comme si la météo elle-même accompagnait la transition discrète que vivait Claire. Les semaines avaient glissé, calmes, tissées de messages réguliers, de vidéos échangées entre Lyon et Montréal, de petits colis envoyés avec des dessins de Louis, des photos, des marques d'attention qui maintenaient le fil tendu entre eux. Julien, fidèle à ce qu'il avait promis, ne disparut pas. Il appelait souvent, posait des questions précises, s'intéressait autant à la vie quotidienne de Claire qu'au progrès scolaire de Louis. Il avait trouvé un rythme dans sa nouvelle vie professionnelle, mais il n'avait pas laissé l'océan geler ce qu'ils avaient construit. Au contraire, il l'entretenait avec une patience qu'elle n'avait jamais connue jusqu'alors. Claire, de son côté, n'attendait pas les messages comme une adolescente amoureuse, mais elle les recevait comme des preuves silencieuses que l'amour pouvait être fait de constance, d'attentions ordinaires, de respect profond. Elle n'idéalisa jamais Julien, ne le plaça pas sur un piédestal. Elle savait les limites, les silences, les urgences qu'il affrontait aussi dans son univers. Mais justement, c'est parce qu'il choisissait de la garder dans sa vie malgré cela
qu'elle lui ouvrit une place plus grande. Et puis un jour d'août, la décision fut prise. Julien annonça qu'il ne reprendrait pas la direction à long terme de la succursale montréalaise. Il avait trouvé un remplaçant compétent, formé pour poursuivre le travail. Lui, il souhaitait rentrer à Lyon. Non pas parce que tout était réglé, ni parce qu'il avait tout quitté par amour. Il revenait parce qu'il avait compris que là était sa place. Non pas une adresse, mais un lien. Une vie à construire avec Claire et Louis. Ils décidèrent prudemment de se voir davantage. Julien loua un petit appartement dans le quartier de Claire pour faciliter la transition. Il n'emménagea pas immédiatement chez elle, respectant son espace, son rythme, sa pudeur. Louis l'accepta avec une spontanéité désarmante, le prenant par la main lors de leurs sorties au parc, l'appelant parfois sans s'en rendre compte lorsqu'il avait une question sur un devoir. Puis, petit à petit, Claire commença à parler d'avenir. Elle avait repris confiance. Une confiance solide, lucide, sans éclat. Un jour, assise à la table de la cuisine, elle montra à Julien un formulaire d'inscription pour une formation d'aide-soignante. Ce n'était pas un rêve d'enfant, ni une échappatoire. C'était un projet réfléchi, un prolongement naturel de tout ce qu'elle avait vécu à l'hôpital. Elle voulait avancer, grandir, ne plus seulement survivre. Julien la soutint immédiatement. Il lui proposa de l'aider, non en payant directement les frais, mais en aménageant son temps, en gardant Louis certains soirs, en lui offrant la tranquillité nécessaire pour étudier. Ce fut un partenariat réel, à hauteur humaine. Pas une relation déséquilibrée où l'un portait l'autre, mais un échange mutuel, solide, franc. Les mois suivants, Claire suivit sa formation avec sérieux. Elle avait parfois peur, doutait de ses capacités, se sentait en décalage parmi des élèves plus jeunes, mais elle tenait bon. Chaque soir, elle rentrait fatiguée mais fière. Louis, de son côté, s'épanouissait. Il dessinait sans cesse, riait davantage, parlait de Julien avec naturel, comme s'il avait toujours été là. Et puis vint le moment où ils décidèrent d'unir leur vie dans un espace commun. Ils ne firent pas de cérémonie, pas d'annonce théâtrale. Ils déménagèrent à Montréal, là où Julien avait conservé des contacts et où Claire pourrait, après sa formation, accéder à un poste stable dans un établissement de santé bien structuré. Elle hésita longuement avant d'accepter. Quitter Lyon n'était pas facile. C'était laisser derrière elle ses repères, ses douleurs aussi, mais surtout ce qu'elle avait appris à porter dignement. Mais elle finit par comprendre que ce départ n'était pas une fuite, c'était une continuation. Non pas l'oubli d'un passé difficile, mais l'intégration de ce passé dans une nouvelle histoire. Et surtout, elle ne partait pas seule. Elle partait avec Louis, la tête haute, et avec Julien, non pas comme un homme venu la sauver, mais comme un partenaire de vie. Leur arrivée à Montréal fut douce. Ils s'installèrent dans un quartier tranquille, proche des écoles, des transports. Claire s'inscrivit dans un programme d'intégration pour valider ses diplômes. Julien reprit un poste de direction dans une entreprise locale avec des horaires plus souples. Louis entra dans une école où il fut rapidement apprécié. La langue, l'accent, le climat différent, tout cela fit partie d'un quotidien qu'ils apprivoisèrent ensemble. Un samedi matin, ils marchèrent dans un grand parc, les arbres colorés d'un automne canadien flamboyant. Louis courait devant eux, lançant des feuilles en l'air. Claire, main dans la main avec Julien, s'arrêta un instant pour regarder son fils. Il riait, libre, joyeux, vivant. Elle se tourna alors vers Julien. « Tu sais, je crois que c'est la première fois de ma vie que je n'ai pas peur du lendemain. » Il lui répondit par un regard silencieux, dense de sens, puis serra un peu plus sa main. Claire sourit, et ce sourire n'était pas celui d'une femme qui espère. C'était celui d'une femme qui vit, qui avance, qui aime sans se perdre, et qui sait désormais que même les débuts les plus douloureux peuvent conduire à des renaissances vraies. Pas parfaites, mais vraies.